Merci d'écouter Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Isabelle Quenin. À la une aujourd'hui, la Nittendinite qui risque de faire de nouvelles victimes dès ce soir avec les cadeaux de Noël. Un test de dépistage Alzheimer, tout simple, à faire chez soi et qui nous vient du Japon. Et puis lire avant de s'endormir, c'est bien Thomas. Encore faut-il choisir le bon support. Et on commence donc avec cette enquête sur la lecture du soir, idéale selon certains pour s'endormir plus vite, sauf que cela dépend du support choisi, Isabelle, livre papier ou tablette. Alors ce sont les conclusions d'une étude menée à Boston sur 12 patients. On leur a demandé à tous de lire avant de s'endormir, ce qu'ils faisaient d'une façon générale. Le premier groupe lisait un livre électronique, le second groupe lisait un livre papier. Un test conduit sur 5 jours, donc 5 endormissements, 5 nuits et 5 réveils. Résultat du test, ceux qui lisaient un livre électronique mettaient plus de temps à s'endormir, en moyenne 1 heure de plus que les autres. Leur sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil, était plus faible et leur réveil plus compliqué, plus difficile. Le groupe livre-papier s'endormait sans difficulté, dormait mieux et plus profondément et était beaucoup plus fringant le lendemain matin au réveil. Alors en cause, et on le sait, la lumière bleue, une lumière à ondes courtes qui vient bouleverser notre horloge biologique en provoquant l'arrêt progressif de la sécrétion de mélatonine. Des tests menés en France, cette fois-ci par des chercheurs du CNRS, ont prouvé que la diffusion de lumière bleue dans l'habitacle de la voiture permet au conducteur de rester éveillé. Donc, lire avant de dormir sur une tablette, pas une bonne idée, sauf à choisir certains modèles qui n'émettent pas de lumière bleue. Il en existe soit avec de l'encre électronique ou encore par rétroéclairage à LED de faible puissance. Et c'est valable également pour le portable. Il va falloir que j'arrête d'être sur mon portable juste avant de m'endormir pour être en forme le lendemain matin sur Europe 1. La Nittendinite existe. Elle risque de faire dès ce soir de nouveaux ravages. Qu'est-ce que la Nittendinite, Isabelle ? C'est la contraction de Nintendo et tendinite, un terme choisi par les médecins pour évoquer tous les symptômes causés par une utilisation répétée et prolongée des consoles de jeux et de leurs manettes. Explication du docteur Alain Ducardonnet pour BFM TV. Quand on joue avec une manette, quelle qu'elle soit, eh bien, le geste est répétitif, on appuie toujours au même endroit, on tourne toujours de la même façon, et donc ça provoque une surutilisation d'une articulation, et ça donne une tendinite comme classiquement, c'est-à-dire une inflammation douloureuse de l'articulation. Alors la première fois que l'on a entendu parler de cette tendinite, c'était en 1990. Une américaine, une femme, ayant joué 5 heures de suite sur une console, avait tout bonnement porté plainte. Alors depuis, cette maladie, mettez des guillemets, a évolué parallèlement aux innovations des jeux vidéo. Désormais, on répertorie 3 types de blessures différentes. La ouitis, et là on parle des blessures liées à l'utilisation de la ouïe, c'est-à-dire les muscles des bras, les épaules, les tendons d'Achille ou le canal carpien qui sont les plus touchés. La ouïe-ni, là ce sont les blessures du genou. Premier cas, une patiente qui s'est disloqué la rotule après un service en tennis sur une Wii Sport. Elle est tombée et s'est blessée. Et enfin la surgerouille pour les blessures les plus sérieuses. L'étude montre que ces blessures touchent toutes les consoles et pas seulement les Nintendo bien sûr. Et rappelle que par ailleurs les jeux utilisés avec modération sont excellents pour la mémoire, la concentration, la coordination et l'éveil des enfants. Encore une activité Thomas à faire avec modération. Exactement, il y a la Nintendinite, mais il y a aussi la PlayStationite aiguë, la Xboxinite. Ça marche avec toutes les consoles. On passe à présent à cette histoire extraordinaire, Isabelle. Aux États-Unis, un homme retrouve, grâce à 2 prothèses bioniques, l'usage de ses 2 bras. Alors pour la première fois au monde, un homme a été équipé non pas d'1 mais de 2 bras bioniques qu'il contrôle par son cerveau. Pour Leslie Bohr, ouvrier à la retraite du Colorado, l'histoire commence il y a 40 ans. À la suite d'un accident d'origine électrique, il est amputé des 2 bras. 40 ans plus tard, grâce au formidable travail de l'université Johns Hopkins de Baltimore, il a pu être équipé de 2 bras qu'il contrôle par la pensée. La mise en place du dispositif n'a pas posé de problème. En revanche, le patient a eu besoin d'une longue rééducation, 7 heures par jour pendant plusieurs mois pour tenter d'apprivoiser ses nouveaux bras. L'équipe explique qu'il a fallu réveiller l'influx nerveux de ses muscles des épaules qui n'avaient pas travaillé, pas fonctionné depuis 40 ans. Une belle histoire qui est surtout un formidable espoir. Tous les patients qui ont subi une amputation pourront contrôler leur prothèse en pensant simplement à l'action qu'ils veulent exécuter.
Allez, on termine avec le chiffre du jour et c'est 80 millions. 80 millions de bactéries à chaque fois que vous échangez un baiser fougueux avec votre partenaire. Ce sont 80 millions de bactéries qui changent de domicile en passant d'une bouche à l'autre. Répétez l'opération 9 fois par jour et votre flore microbienne salivaire sera exactement identique à celle de l'élu ou élue de votre cœur. Être amoureux serait-il dangereux ? Non. Selon des scientifiques, cet échange bactérien renforce notre système immunitaire. Ne vous privez pas ce soir. Ça nous rassure. Merci beaucoup Isabelle.